Comment évolue le marché de la transaction, celui de la location? Quelles sont l'évolution des prix des transactions? Quels sont les bons conseils? C'est ce que l'on va voir avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir pour parler à la fois de l'évolution du marché des transactions mais aussi des locations à Paris en Île-de-France. Bonjour à tous les deux. Jean-Michel Cabizon, président de l'association Clameur, qui regroupe de nombreux professionnels de l'immobilier et qui va nous présenter le baromètre 2023 du marché locatif privé. Et Olivier Princival, bonjour. Bonjour Olivier. Président de la FNAIM Grand Paris, avec qui on va évoquer les transactions à Paris, en région parisienne, mais aussi le contexte général. Alors, question d'introduction à tous les deux. Entre la hausse des taux d'intérêt, la fiscalité sur les logements, l'impact des normes environnementales, la difficulté pour les primo-accédants de devenir propriétaires, le manque de visibilité pour investir, quand, selon vous, l'horizon va-t-il s'éclaircir? Jean-Michel. C'est une bonne question et j'avoue que je n'ai pas la réponse. On peut quand même se projeter. On se projette un petit peu. Je pense que les crises que nous avons passées les années passées ont toujours montré qu'on était sur des rythmes de 2 à 3 ans. Je pense qu'au niveau transaction, effectivement, on est dans un rythme baissier, tant en volume qu'en prix. Paris déjà a commencé et on ne verra pas la sortie du tunnel, à mon avis, avant 2 ans. Je pense que avant 2 ans. Oui, avant 2 ans. D'accord. Oui. C'est un avis personnel, bien évidemment. Sur la partie locative, je pense que on est sur du structurel. On n'est pas sur un phénomène régulier qu'on connaît dans la transaction, un phénomène de vague. On est sur un phénomène structurel où globalement la politique du logement depuis ces 20 dernières années n'ayant pas favorisé le parc locatif, la solution ne va pas venir toute seule. Ce n'est pas un problème purement économique du moment, c'est un problème de fond. Et donc pour le régler, il faudra à mon avis de nombreuses années. Et là je serais plutôt partisan de dire qu'en fonction des décisions qui seront prises par le gouvernement, et de la volonté qu'ils auront de redonner un petit peu de vie au marché locatif privé, ça pourra prendre entre 3 et 5 ans. D'accord. Olivier ? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le boule de cristal. On peut dire déjà que le marché de 2024 va être autant impacté, voire plus qu'en 2023. Donc, les professionnels de l'immobilier et nos clients doivent s'attendre à des réglages de marché encore pendant toute cette année. Il peut y avoir des bonnes surprises. J'ai vu ce matin dans un premier article la première banque qui réenclenche des baisses de taux d'intérêt et dès qu'on va faire baisser les taux d'intérêt, on va réinjecter du pouvoir d'achat pour l'investissement. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais comme le dit Jean-Michel, et je partage son analyse du marché, dès lors que les banques ou le gouvernement aura pu faire pression sur les banques pour libérer de la capacité d'emprunt et libérer des fonds, pour aider l'acquisition immobilière, on aura un bol d'air. Donc c'est vrai que la politique gouvernementale, elle est essentielle à la reprise du marché, mais en attendant, les entreprises doivent s'accrocher, et c'est vrai que les projets immobiliers qui sont à l'arrêt, c'est quand même dur à vivre pour nos concitoyens, et on le voit bien aussi dans nos entreprises, dans les parcours de vie, donc on a tous besoin d'un bol d'air, mais il faut quand même être résilient et avoir... se dire qu'on va avoir un petit peu de chance et qu'on aura probablement quelque chose qui va nous faire du bien rapidement. Bon, on l'espère en tout cas. Alors, on va commencer par le baromètre Clameur, présenté sur tout ce qui est location, rendement locatif, logement étudiant aussi. Alors, quelques commentaires, Jean-Michel. Tout d'abord, une première diapositive, slide. L'Observatoire des loyers Clameur a cette particularité qu'elle s'appuie sur les baux signés. Il y a d'autres observatoires qui s'appuient sur les annonces et le Clameur est le seul observatoire qui, en partenariat avec l'ensemble des professionnels du marché, va identifier et analyser les baux. Donc on va dire que c'est du vrai, c'est du concret, c'est pas une photo à l'instant T, c'est sur une longue période. Ce qu'on peut voir globalement, et c'est vrai depuis des années, puisque là on démarre le slide en 2018, c'est que l'augmentation des loyers des appartements comme des maisons est restée sur ces 5-6 dernières années en dessous de l'IRL et en dessous de l'inflation. Ça veut dire que globalement, les loyers en France, tout particulièrement à Paris, évoluent moins vite que le coût de la vie. On a eu une poussée inflationniste ces 2 dernières années avec des pointes à plus de 6%, 5,5%, 6%. Le gouvernement nous a demandé aux professionnels un effort et a plafonné l'IRL. L'IRL, c'est l'indice de révision des loyers. C'est ce qui permet annuellement de revoir le loyer à date anniversaire ou
au moment du changement de locataire, d'augmenter le loyer de ce pourcentage qui est très très fortement assis sur l'inflation. C'est pour ça que le gouvernement nous a demandé d'être en dessous. Très bien. Alors, slide suivant, là, qui est symptomatique, et notamment on va s'arrêter sur le une pièce, en fait, le studio. Oui, parce qu'on on voit très bien que sur les 2 et 3 pièces, il n'y a pas d'évolution. Quand on est sur des évolutions annuelles à 1,45, 1,39, donc quasiment rien, n'oublions pas qu'on est dans des périodes inflationnistes. Là, on est sur des zones où l'inflation était plutôt aux alentours de 4,5-5. Le seul segment de marché qui est le studio, qui évolue un petit peu au-delà des autres, c'est le une pièce, avec une progression d'environ 5,40 sur une année, ce qui est assez élevé. Et vous allez me dire, comment c'est possible? L'IRL est à 3,5. Oui, alors évidemment, on a un effet de base. C'est-à-dire que, est-ce qu'on compare les mêmes studios d'une année sur l'autre? Non. Donc on peut avoir effectivement une petite correction. Mais vous avez raison, les studios évoluent un petit peu plus vite que le reste du marché, et ce qui prouve l'extrême tension qu'on a sur ce segment de marché. Et on rebondit sur les logements étudiants, oui, notamment. Alors, slide suivant, loyer au mètre carré selon la surface. Là, on n'a pas inventé la roue, mais ce qui était important de montrer, c'était cette courbe. Plus Paris qui est en vert. Oui, tout à fait. Ouais. Globalement, un studio ou un 2 pièces aura un prix au mètre carré un petit peu plus cher qu'un 100 mètres carrés ou un 150 mètres carrés. Ça, je crois que tout le monde était conscient du sujet. Ce qui est intéressant de montrer avec cette courbe, c'est que vous voyez que les autres grandes communes comme Lyon, Tours ou Marseille ont des pentes assez fortes au début. On a pris une base 100 sur le 16 mètres carrés et ça descend assez vite. Et sur Paris, ça descend beaucoup moins vite, voire même ça a une tendance à remonter pour les grands appartements à plus de 100 mètres carrés. Là encore, ça montre l'extrême tension du parc locatif parisien et on va dire le manque criant, on va dire, de produits, ce qui peut expliquer pourquoi cette courbe est moins pentue que les autres. Très bien, slide suivant. Alors voilà, avec la carte de France, et là, on a fait un focus sur l'Île-de-France. Tout à fait. C'est ça. Clameur a cette chance et cette particularité de pouvoir étudier sur l'ensemble du territoire les niveaux de loyer au travers des baux, on va dire d'une partie macroéconomique, France entière, jusqu'à la plus petite des structures qui existent, c'est l'Iris, la zone Iris, qui elle est en fait quasiment une rue ou un pâté de maison. Donc ça nous permet d'avoir une analyse très fine, on va dire région par région ou ville par ville. Là, sur les loyers minimum maximum, bon, en Île-de-France... Paris et la Creuse. Ouais, là, voilà, Paris 27, oui. Hauts-de-Seine 21, on est effectivement sur des régions assez chères en termes de loyer, et on a le pendant dans l'Est ou dans le Nord avec le Val d'Oise et la Seine-et-Marne qui descendent un petit peu. Dès qu'on sort de l'Île-de-France, vous voyez que pour les moins chers, on est dans la Creuse à des niveaux de loyer de 7,60 du mètre carré, et on en reparlera probablement au niveau de la rentabilité. Ça paraît attractif de louer à ce niveau-là, mais on va voir qu'encore faut-il trouver le locataire qui va avec. Absolument. Voilà. Dernier slide. Alors là, on fait un focus parisien, et on se rend compte qu'évidemment la capitale est la partie la plus chère de l'Île-de-France, avec une prédominance de la partie ouest de Paris, 16e, 17e, des zones très noires. Regardez que la zone noire au centre, c'est 5, 6, 7. Effectivement, ce sont des quartiers qui sont particulièrement chers en termes de loyer. Bon, plus on s'écarte vers l'est ou vers le nord, plus les loyers baissent, mais ce qui est intéressant de voir, c'est cette ceinture ouest en bordure de Paris, donc Neuilly, Levallois, et surtout on voit que ça commence à entourer Paris, ce qui n'était pas le cas avant. On avait effectivement une partie ouest de Paris, première couronne, ce qu'on appelle la première couronne, qui était assez chère, mais on voit que progressivement on a des communes qui apparaissent comme Vanves, comme Châtillon, probablement dans les mois ou dans les années qui viennent, des communes comme Saint-Ouen vont voir leur dynamisme un petit peu boosté par la location. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut sortir de cette diapositive. Très bien. Donc là, on a vu les loyers, on va voir maintenant les transactions dans le Grand Paris, Olivier Principal. Alors, on va voir quelques slides là aussi en illustration. Alors, il ne vous aura pas échappé que le marché de la transaction est largement impacté à la baisse, notamment à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. On n'a jamais eu une multiplication par 4,5 des taux d'intérêt dans la même année. 4%, absolument, voilà, très rapidement. On n'a jamais vu ça, donc bien évidemment, ça a complètement bloqué le marché. Et on s'aperçoit que l'ensemble du volume de vente immobilière est à la baisse depuis 2022.
Et du coup, il y a un lien un peu avec l'augmentation des loyers, hein, parce que si vous ne trouvez pas à vous loger pour acheter, parce que dans un parcours de vie, vous êtes d'abord locataire, ensuite vous devenez propriétaire, si vous ne trouvez pas de choses à acheter, s'il n'y a plus cette possibilité, vous restez chez vous. Et effectivement, baisse du volume et baisse aussi du taux de rotation. Le taux de rotation, c'est le temps que vous restez dans votre logement. Et donc, du coup, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes restent plus longtemps dans leur logement. Donc, du coup, il y a un facteur de renouvellement qui est moindre et qui est un facteur d'augmentation des prix. Donc, mais curieusement, on s'apercevra dans les slides suivants que le prix est lui aussi frappé de baisse. Alors c'est ce qu'on va voir, on le voit, effectivement. Alors, il n'y a pas vraiment de décrochage. Il y a une baisse de prix. En tout cas, la baisse de prix ne compense pas la hausse des taux. Mais on a un décrochage, et qui s'accentue beaucoup ces derniers mois. C'est-à-dire qu'à l'échelle du graphique qu'on présente aujourd'hui... Est-ce que ça annonce des baisses plus importantes, justement? Oui, tout à fait. Ouais. On peut noter quand même que sur les 12 derniers mois, on a 16% de diminution du volume des ventes. Et pour les prix, une ville comme Paris a une accentuation de la baisse du prix plus forte que les autres communes. Par contre, elle avait déjà entamé une baisse des prix depuis la mi-2020. Alors c'est assez curieux, hein, mais Paris est une ville extrêmement dynamique, qui est frappée par tout un tas de sujets structurels, économiques, et elle est souvent en avance avant toute autre commune du territoire. On dit souvent d'ailleurs que l'Île-de-France, c'est un peu le poumon, et ce qui se passe en Île-de-France va se retrouver sur le reste du territoire national. De manière générale. Donc en tout cas, on voit que tout le monde décroche là. Tout le monde décroche. C'est un marché qui se régule. On parlera un petit peu de la politique du logement. Et on voit donc que Paris perd 1% sur les 3 derniers mois. C'est quasiment la plus forte baisse. Sur un an, 3,8% de perte, de diminution de prix. Notamment, cette diapositive, en tout cas, elle est emblématique. On voit déjà l'évolution. Il y a 5 ans, on voyait des explosions de prix, littéralement. Des plus 18, des plus 20, et là, effectivement, depuis 3 mois, depuis déjà 1 an, mais là, le mouvement, la tendance s'est complètement inversée. Il est vrai que cette augmentation des taux d'intérêt et cette baisse de la capacité d'acheter entraînent de manière générale une baisse du prix. Si vous avez un projet que vous avez besoin de vendre, si vous n'avez pas d'acheteur en face qui a la capacité d'acheter, automatiquement, on va faire baisser les prix. Mais est-ce que vous dites, Olivier, peut-être Jean-Michel aussi, que on avait eu des transactions qui étaient tellement records aussi ces dernières années que finalement on va retomber, là je parle au niveau national, à 900 000, que finalement il n'y a pas d'effondrement, qu'on va revenir, certains parlent de retour à la raison. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Moi, je partage cette analyse. En réalité, le marché a été extrêmement boosté ces dernières années et on a tous reconnu que chaque année, on se faisait même un peu prendre quand on voyait les nouveaux chiffres des volumes de transactions. On était toujours porté par une dynamique complémentaire. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas durer comme ça éternellement. Bon, à un moment donné, il y a un réglage qui s'opère. C'est vrai que ça laisse du monde sur le carreau, ça pose des difficultés ponctuelles. C'est pour ça qu'on espère que ça ne va pas durer non plus trop longtemps parce que la problématique, c'est quand même la capacité des ménages de se loger, que ce soit en location ou à la vente. Et mais c'est un réglage. On a connu plusieurs crises. L'immobilier a cette chance extraordinaire pour les Français. On est dans un nouveau cycle. On est dans un nouveau cycle. Et donc c'est plutôt une crise du logement. Vous ne diriez pas une crise de l'immobilier. C'est un nouveau cycle ou vous parlez, vous, de crise de l'immobilier? Crise du logement, crise de l'immobilier. Non, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a connu des périodes durant lesquelles l'accès au logement était plus difficile. En ce moment, on a beaucoup de critères politiques et économiques qui font que tout se retrouve dans un entonnoir et que ça accentue toutes les formes de logement, toutes les formes d'accès au logement. Donc, nous, on parle de crise du logement de manière générale, parce qu'on parle de qualité du logement, on parle de performance énergétique, on parle de l'impossibilité pour les primo-accédants d'acquérir un logement. Donc oui, il y a une crise globale, mais cette crise va passer, comme tous les cycles immobiliers, et la valeur refuge qu'est l'immobilier demeure, et il faut rester confiant quant au marché immobilier. Jean-Michel. Moi, je parlerais de crise de l'immobilier en plus du logement. Pourquoi? C'est que il n'y a pas que le logement qui est touché par cette crise. Le bureau également. 1 mètre carré sur 2 est vide à Paris. Les prix s'effondrent. Les levées de fonds ne se font plus. Alors, c'est peut-être un peu lié évidemment à la capacité d'emprunt des grands fonds. Mais on voit qu'en fait aujourd'hui, et je n'ai jamais vu ça dans ma carrière immobilière, l'ensemble des composantes du marché immobilier et des rouages sont grippés. Les promoteurs ont du mal à trouver du foncier. Ils ont eu une surenchère sur les prix des matières premières importantes. On parle de 20%, c'est monstrueux.
Ils n'arrivent donc pas à construire, mais d'un autre côté, il n'y a pas de demande. Donc sur la promotion, vous avez à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. Des indicateurs dans le rouge. Avec des deux côtés. C'est-à-dire que le particulier désireux d'acquérir a du mal à se faire financer. Je crois que dans les chiffres que la FNAIM avait communiqués, en moyenne, un couple qui voulait emprunter avait vu sa capacité d'emprunt descendre de quasiment 135 000 euros pour un investissement de 500 000 euros. 135 000 euros, ça veut dire que vous ne trouvez pas ce que vous voulez acheter. Vous n'allez pas passer d'un 3 pièces que vous louez à un 2 pièces sous prétexte que vous achetez. Donc ça coince complètement le marché. Donc le marché de la promotion à l'arrêt. Le marché, on va dire, locatif à l'arrêt, parce que, comme l'a dit très bien Olivier, le parcours locatif est totalement figé. J'arrive pas à rentrer par le bas. Vous avez vu ce qu'on a sur les petites surfaces, vous avez vu que donc on n'arrive pas à rentrer par le bas. Ça bouge, mais c'est surtout celui du haut. Je suis jeune, j'ai un studio, j'ai une copine, j'ai un 2 pièces, j'ai un enfant, j'ai une pièce supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dans un 3 pièces avec 2 enfants, vous vous posez sérieusement la question de savoir s'il faut acheter ou pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Français ne se posent pas la question car ils n'en ont pas les moyens. Non seulement il n'y a pas d'offre, mais en plus ils ne peuvent pas le financer. Ce qui fait qu'en bouchant la sortie du parc locatif, vous figez la totalité du marché. Donc pour moi, c'est une crise de l'immobilier. Elle a rarement été aussi profonde que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors justement, donc vous parlez de crise. Quelles seraient, vous qui êtes des grands professionnels, les mesures qui permettraient de donner, on évoquait le bol d'air, en tout cas de relancer l'activité? Olivier? On le disait tout à l'heure, le sujet de la capacité à libérer de l'emprunt pour que les accédants puissent emprunter tous, ça c'est quelque chose d'important. Desserrer les critères des banques notamment, c'est ça? Oui, alors desserrer les critères des banques, il y a une vigilance qu'il faut avoir quand même, c'est à ne pas surendetter les Français. Voilà. Si c'est pour déporter une crise, c'est compliqué. Donc bien évidemment, il faut que les banques gardent des critères objectifs d'attribution des prêts. Et qu'elles fassent leur métier. Voilà. Bon. Alors, on pense qu'au niveau des banques, il y a eu un resserrage des volumes de financement parce qu'en fait, ils ont trop prêté. Je veux dire, quand vous prêtez sur 20 ans à moins de 1%, qui va pouvoir penser que l'argent restera à moins d'1% pendant 20 ans? Donc je pense qu'il y a un effet de réglage qui s'est passé. Il ne faut pas oublier non plus que les banques ont accordé du PGE pour soutenir les entreprises pendant un long moment, et il y a des défaillances d'entreprises. Donc du coup, les fonds ne rentrent pas comme ils devaient rentrer. Donc du coup, cette frilosité qu'on peut concevoir au niveau des banques bloque le marché. Donc il y a un moment donné, il faut réinjecter des fonds. Ça commence à revenir. Donc, mais ça, c'est le constat, Olivier. Mais alors, qu'est-ce qui permettrait de relancer justement l'activité? Il faut une incitation réglementaire. Et il faut un aménagement des dispositifs d'aide à l'investissement. Donc, statut du bailleur privé dont on parle, mais on ne voit pas... Oui, mais aussi système de poursuite d'un système d'aide à l'investissement locatif. Parce que pour créer du logement neuf, il faut avoir des investisseurs qui viennent mettre des fonds dedans. On vient d'arrêter... On met le paquet sur le neuf, on parle de la décote rouge avec les biens classés F et G. Dans le neuf, c'est plutôt A, B, C. Il y a une performance verte qu'on devrait encourager. Et l'investisseur privé, c'est important aussi parce que derrière, il y a aussi de l'emploi, il y a des logements, il y a des locataires. Et bon. Mais comme le gouvernement a supprimé le dispositif Pinel... Mais peut-être qu'il y aura autre chose après. Alors, a priori... Bon, alors... On appelle de nos voeux, en tous les cas. Oui, bon. Mais, on l'a demandé. Ce que le ministre Vergrit nous a dit, c'est qu'il a fait sa thèse de fin d'études sur les niches fiscales immobilières et que clairement, il est contre. Là, j'avoue que je partage avec lui ce constat. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette logique de niche fiscale et qu'aujourd'hui, il est clairement temps de réfléchir au statut du bailleur privé, même si le mot n'est pas extraordinaire. Ce mot, c'est nous qui l'avons inventé chez Plurian. Il y a 4 ans ou 5 ans, c'était Henri Deligné. Et depuis, il a fait du chemin, on est très content. La relance de l'activité. Alors pour moi, la relance de l'activité, je ne vais pas reprendre ce que dit Olivier sur les taux, bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une clarification et d'une vraie politique du logement. Depuis 20 ans, la politique du logement, elle est essentiellement sur le social. Il faut arrêter de saucissonner, de segmenter le marché immobilier en petites niches. Donc aujourd'hui, vous avez le marché libre, vous avez le marché social et vous avez le marché intermédiaire. Le marché intermédiaire, on l'appelle intermédiaire quand il s'agit de social, on l'appelle Pinel ou niche fiscale quand il s'agit de privé. Le marché du logement, et là on est bien sur le logement, c'est un marché qui englobe tout le monde. Donc il est temps d'avoir une politique du logement qui arrête de clouer au pilori l'investisseur immobilier, le propriétaire bailleur, le fameux rentier de M. Macron, pour dire qu'avant tout, il rend un service économique et qu'à ce titre, il a droit à un statut
pérenne. Et quand on redonnera de la visibilité avec une amélioration des taux d'intérêt pour faciliter l'emprunt, pour faciliter l'acquisition, à ce moment-là, je pense qu'on retrouvera un certain dynamisme. Aujourd'hui, 2 chiffres. Le social, c'est 6 millions de logements. Le privé, c'est 7 millions de logements. Faites la différence de ce qu'on entend dans l'ensemble des médias ou même dans les discours du gouvernement entre le social et le privé. Pourtant, le privé abrite plus de personnes que le social. Olivier. Il y a un constat aussi qui est important, c'est sur la cherté du logement. On a parlé des prix. Dans la création de logements neufs, on a besoin de créer du logement. Alors, bien évidemment, il faut soutenir le bailleur privé. On est tous d'accord sur le sujet. Il faut soutenir aussi la construction neuve parce qu'on a besoin de créer du logement dans les zones en tension pour faire baisser les prix. Et la problématique qu'on a, et on s'en est aperçu, c'est qu'il y a un désaccord sur la fixation du prix entre, dans un immeuble neuf, vous construisez un tiers ou 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, c'est l'investisseur privé qui va payer une partie du prix de l'investissement du bailleur social. C'est-à-dire que là, vous allez acheter votre bien à 7 000 € le mètre carré, vous allez avoir un bailleur social qui va l'acheter à 3 000. En réalité, on accepte qu'il y ait une perte pour le promoteur, donc il y a un transfert du prix sur l'investisseur privé. Donc ça, c'est un critère qui fait augmenter de manière anormale le prix de l'acquisition et le prix du logement en général. On ne devrait pas autoriser le bailleur social à acheter à perte à un promoteur. Donc il y a aussi des réglages d'usage qu'il faut faire et des ajustements réglementaires pour éviter les dérives et qu'on arrive à rendre accessible le logement pour tous. Et sur la rénovation énergétique, ce fameux calendrier d'interdiction 2025 sur les biens classés G à la location, première location ou à la relocation, c'est important de le dire. Est-ce que le calendrier est tenable ? Alors, à mon sens, non, et je pense que l'ensemble de la profession s'est positionné sur ce sujet. Avant tout, qu'on soit clair, on est tous pour la rénovation énergétique, on sait que c'est des gains énergétiques, on sait que c'est du confort dans les logements, donc là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que l'ensemble de la profession, qu'elle soit constructeur, gestionnaire ou syndic, soit l'arme au pied sur le besoin de rénovation énergétique. Exactement, on y va, d'autres l'ont fait avant nous. Maintenant, il faut le faire dans des conditions qui soient acceptables. On voit qu'en période de crise, et en particulier en période de crise du parc locatif, où on n'arrive pas à louer, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'on n'a rien à louer. Aujourd'hui, le niveau de stock d'appartements disponibles est ridiculement petit. Et dans ces périodes-là, on vient rajouter une couche extrêmement lourde, qui est dire au propriétaire bailleur, toi, tu ne vas pas pouvoir louer ton bien s'il est G. G, c'est demain, hein, mais F et E, ça va venir très rapidement. Donc, bien sûr qu'il faut rénover, mais à mettre trop de pression et surtout à contraindre le fait qu'on ne puisse pas louer. J'ai entendu des choses affolantes en disant de toute façon ceux qui seront en G non seulement ne pourront pas louer, mais en plus il faut qu'ils payent. Enfin, bon, là-dessus, je veux dire que tout le monde s'y a donné, c'est dans l'économie à cœur joie. Un report du calendrier, est-ce qu'il n'y a pas un risque de casser la dynamique? Exactement... Il y a des artisans derrière, et puis il y a des gens qui vont dire bon, bah, après tout on aura le temps, on verra. C'est exactement ce que nous rétorque le ministre, ou globalement la DHUP, en disant mais si on arrête le phénomène maintenant, si on arrête l'effort collectif maintenant, on va passer pour des idiots. Bon, ok, ça on peut l'accepter. Hein. Et deux, on va casser cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Oui, alors, mais qui dynamique pour l'instant, excusez-moi, on est très 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 loin des objectifs qui vont nous permettre de sortir des étiquettes FG. Le gouvernement met le paquet dans tout ce qui est MaPrimeRénov' et tout ça pour inciter, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Oui, je suis désolé, mais quand on regarde clairement les chiffres, bien sûr qu'ils mettent de l'argent, mais c'est ridicule par rapport au montant total des travaux à réaliser. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ah oui, bien sûr. Mais faut pas, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que la dynamique soit légèrement faiblarde. Donc aujourd'hui, bien sûr, alors les aides de l'État sont fléchées vers les foyers les moins riches, et c'est tout à fait normal, sauf qu'en fait, si vous voulez, le cut, il est très très rapide. À partir du moment où vous êtes propriétaire, a priori, déjà, vous n'y avez plus droit. Hein. Propriétaire bailleur, j'entends, vous n'y avez plus droit. Et on a ce souci majeur de l'habitat collectif, comment on rénove en copropriété, alors que globalement, vous n'avez pas la main. Pour terminer, parce que le temps passe et on a besoin de vos bons conseils, que faut-il selon vous avoir en tête et que faut-il faire quand on souhaite actuellement vendre ou acheter un bien immobilier? Olivier. Je pense qu'il faut bien soigner la présentation de son bien, ça c'est essentiel. Un bien très correctement entretenu, qui donne envie d'acheter dans un immeuble bien entretenu aussi, c'est important. Il faut avoir travaillé les éléments de la notation énergétique. On ne peut plus aujourd'hui passer à côté de la valeur verte, on vient d'en parler. Les biens se vendent beaucoup plus rapidement dès lors qu'ils sont incitatifs. Dès que vous avez des biens qui sont classés G ou F, tout de suite, on a un blocage aujourd'hui qui est devenu un vrai blocage psychologique, mais surtout dans les dossiers de financement des banques.
on a aussi un frein. Et il faut quand même noter que 2/3 des logements de Paris vont être frappés d'une interdiction de location dans les 10 ans qui viennent. Donc on ne peut pas envisager l'acquisition d'un bien immobilier sans prévoir les travaux de rénovation. Ça, c'est essentiel. Et puis toujours, un petit conseil qu'on peut donner, toujours privilégier les immeubles dans les centres-villes, à proximité des zones de transport, parce que l'Île-de-France est très grande, et en France, on dit c'est toujours comme ça. Des zones facilement accessibles. Voilà. Et un ajustement du prix, ça n'est pas la peine d'être gourmand dans une époque comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Le réglage du prix à la baisse va se faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des difficultés. On a encore des vendeurs qui pensent que leur bien est exceptionnel et que lui n'est pas frappé par la baisse de prix, mais il faut se mettre au niveau des acquéreurs qui ont leur capacité, et ça permettra d'arriver à envisager une vente rapide et sérieuse. Très bien. Conclusion, Jean-Michel, des bons conseils. Le logement, ça a un côté tactile pour les propriétaires. Notre appartement, le vôtre, le mien, c'est le plus beau du monde. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Il y a cette approche, on va dire, calmons un peu le jeu sur le sujet. Tous les arguments d'Olivier sont évidemment tout à fait sensés. J'insisterai sur la rénovation énergétique. Je pense que c'est là le point clé. Et d'ailleurs, on le voit, nos agences, les professionnels, ne manquent pas de mandat de vente. C'est pas là où ça pêche, c'est qu'on n'a pas d'acquéreur. Et donc, quand est-ce que les prix vont suffisamment baisser pour redonner appétit aux investisseurs ou aux acquéreurs pour habiter? Donc c'est vrai que c'est le point sur lequel il faut être attentif. Je vais vous donner une anecdote qui est rigolote. J'ai entendu parler d'un fonds qui allait lancer une SCPI, donc un véhicule immobilier titrisé, sur la base de biens G. Donc il y a des gens qui vont acheter des biens G, mais bien évidemment derrière, c'est des professionnels. Ils vont mettre des fonds pour rénover. Donc c'est pour moi le point clé. Faire attention effectivement à bien connaître son bien avant de l'acheter et prévoir d'entrée de jeu dans le crédit qu'on va prendre pour l'acheter les travaux nécessaires. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Michel Camison, merci infiniment. Olivier Princival, merci beaucoup. Merci à lui. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.